auront les signatures et la capacité de financer une campagne. Bien sûr, frère, bien sûr que toi, t'as les capacités de financer une campagne, ma gueule. Combien t'as le lobby derrière toi? Hein? Tu vas aller le chercher chez qui? Parce que LR, ils aimaient bien, l'UMP, ils aimaient bien aller voir Kadhafi. Toi, c'est quel, c'est qui que tu veux aller voir? C'est quel fort tu vas dire? Ah, toc toc, le Qatar. Macron, il avait fait toc toc l'Algérie. Sarko, il avait fait toc toc la Libye. Toi, tu vas faire toc toc qui? Pourquoi on défend les BRICS de Villepin, C'est qui va te financer? Alors, France Inter, Villepin. France Inter. 400 000 vues, 400 000 vues. 400 000 putains de vues. C'est dictatorial pour des stats France Inter, le chat. Je sais pas si Mélenchon il fait ses stats, en passant là. Genre vraiment. Après, les stats de sa chaîne perso, c'est autre chose. Bref. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Il publie Le pouvoir de dire non chez Flammarion, livre qui sera en librairie. Et vous voyez, là, le pouvoir de dire non, c'est pas révolution de Macron, mais c'est déjà un truc en mode la désobéissance, il faut dire non aux extrêmes. Et Macron, son geste, c'était ah oui, moi, je suis la révolution. Et sa révolution, c'était de scinder la gauche et la droite, quoi. Le PS et LR. Genre vraiment. Moi, j'aime trop comment ils reprennent, genre, toute une sémantique de gauche. Voire même d'extrême gauche radicale révolutionnaire, mais pour le mettre à profit des logiques libérales centristes, quoi. Vous écrivez que nous sommes entrés dans un monde où la guerre n'est plus un accident, mais un outil ordinaire, une méthode banalisée du rapport de force. Tout le temps, la guerre est-elle devenue la continuation de la guerre par d'autres moyens ? En effet, et c'est tout le danger de la situation, à la fois sur le plan de la stabilité du monde, sur le plan militaire, mais nous en parlerons peut-être aussi sur d'autres seuils. Putain, il y a un mec qui s'appelle Guerre Épée dans le chat, désolé, on va réussir à react à De Villepin, mais c'est incroyable, frère. Mec, beaucoup de respect à toi, Guerre Épée. Je pense au domaine écologique, je pense au domaine éthique, je pense au domaine social. Nous franchissons des seuils sans nous en rendre compte et sans ticket retour. Le paradoxe ce matin, quand on se réveille, c'est que si chacun peut se réjouir de voir le régime des mollahs affaibli, si chacun peut se réjouir de voir le programme nucléaire iranien retardé, nous sommes néanmoins dans un monde plus dangereux parce que nous sommes désormais dans un monde sans règles et sans droit international. C'est-à-dire que la loi de la jungle, la loi du plus fort, c'est ce qui prévaut. Moi j'ai envie de dire, est-ce que même le droit international était déjà pas au profit des plus forts, mon frère? C'est pour ça que ça m'énerve aussi le truc dépolitisant de mais le droit international disait ça. On en revient au fait qui a construit ce droit international, quoi. Genre c'est pas des révolutions prolétariennes de tous les pays, c'est pas un droit qui vient des masses, quoi. C'est un droit qui vient des grands de ce monde, des puissances des nations, et bref. Le fait que nous, occidentaux, nous soyons parmi les initiateurs à travers les États-Unis, à travers les initiatives d'Israël, doit nous concerner au premier chef. Parce que cela accroît la fracture contre laquelle la France a lutté depuis le début des années 2000. Et c'était le combat de 2003. Oh là 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 là. Bon là il va être en... C'est un... Comment on dit pour Mélenchon? C'est un meeting là. Là il est en meeting. Éviter cette fracture entre l'Europe, les États-Unis et le reste du monde, et le Sud global. Avec... Qu'est-ce que tu me parles de Sud global, toi? Rentre chez ta mère, frère, vas-y, ça y est. Et en même temps, moi je pense que, vous me dites si je dis des bêtises, les décoloniaux dans le chat, il y a aussi une crainte à avoir vis-à-vis du Sud, au vu de ce qu'il en... Tu sais, les BRICS, c'est plus ces pays en développement, quoi. Quand tu vois le... Enfin, je sais pas, quand tu vois l'Inde, quand tu vois... Genre, je sais pas, moi même la Chine, etc. Je sais pas si on peut les compter dans les BRICS. Mais en fait, on rentre dans un monde multipolaire, quoi. Genre où on est plus séparé par et d'un côté les USA et d'un côté la Russie. Et qu'en soi, on a intérêt de donner des gages au Sud, sinon ça va devenir nos plus grands ennemis. Mais vous ne cessez de vouloir défendre le droit international contre cette nouvelle ère où règne effectivement la loi du plus fort. Ce qui avait marché il y a 20 ans, vous rappelez souvent votre discours à l'ONU contre la guerre en Irak, est-il encore pertinent aujourd'hui, Dominique de Villepin? Encore même possible avec des Trump, des Netanyahou, des Poutine, des Xi? Que pèse le droit international aujourd'hui? N'est-il pas la voie de l'impuissance? Madame Salamé, en 2003, nous avons défendu la voie de la sécurité collective. En 2003, juste après le
le drame irakien, j'ai lancé une initiative sur l'Iran. Déjà, à l'époque, j'étais inquiet du programme nucléaire iranien. On ne va pas refaire l'histoire. Nous sommes au lendemain des frappes. La diplomatie doit reprendre ses doigts. La négociation doit reprendre ses doigts. Comment s'assurer que ce programme nucléaire iranien, il est bien retardé? Comment s'assurer que ces 400 kilos d'uranium enrichi qui se baladent aujourd'hui en Iran vont bien être éliminés? Nous avons besoin d'inspection pour vérifier sur place. Bon, on est encore dans les logiques interventionnistes de bon, faut quand même vérifier que ça va pas devenir un pays qui possède la bombe nucléaire. En plus, moi, je trouve que cette discussion, elle est mal amenée. Et que peut-être que je suis prétentieux face à De Villepin, je vais me permettre de l'être, mais il y a quand même un bail aussi tout simplement de course à l'armement, quoi. Genre moi je regarde la Première Guerre mondiale, ça a notamment commencé parce que globalement il y avait des conflits d'intérêts vis-à-vis des colonies, et que face à ça, t'avais une course à l'armement qui était en train de se fomenter dans toute l'Europe, et que c'est ça qui a fait éclater la guerre en partie, quoi. Et que c'est ce à quoi on est en train d'assister avec El Famoso, l'Iran et la bombe nucléaire. Je sais pas. Et puis l'argument de Wissam, il reste juste, hein. Genre, est-ce que je dois m'inquiéter de l'Iran avec une bombe nucléaire ou d'Israël avec une bombe nucléaire? Donc globalement, j'ai globalement pas envie que des pays qui ont l'air d'être des pays de zinzin, de tarés, aient la bombe nucléaire, quoi. Et aussi un truc qui me rappelle des sketchs que j'écoutais quand j'étais petit, mais genre en vrai là, c'est globalement les marchands d'armes qui sont en train de se frotter les mains. Genre nous on est en train d'avoir peur qu'une guerre mondiale éclate, mais je suis pas sûr que les grands bourgeois de ce monde, eux, voient la chose de la même manière. Eux ils se disent, oh une bonne guerre pour relancer l'économie, tiens. Genre, et puis inquiétons-nous aussi de nous, même avec notre bombe nucléaire, quoi. Quand tu vois ce qui est arrivé à l'Irak et à la Libye, tu comprends pourquoi ils veulent la bombe. Bah oui, de fou Fabien, mais de fou. Oui. C'est pour ça que je parle de déstabilisation politique et d'interventionnisme. Je suis d'accord avec Emmanuel Macron quand il rappelle hier que ces frappes sont illégales. Nous n'avons pas aujourd'hui... Il fallait pas les faire. Il fallait pas les faire dans la mesure où la diplomatie permettait d'avancer. Vous savez, il y a deux chemins. C'est toujours pareil, on en revient à cela. Il y a deux chemins. Il y a le chemin que l'on croit le plus court, qui est le chemin de la guerre. Et on se rend compte très vite, en avançant, que ce chemin, il mène à beaucoup plus de drames encore et souvent à du chaos. Et puis il y a le chemin de la diplomatie. Et il faut que l'Europe soit consciente qu'elle ne doit pas lâcher cet objectif. Ah lui, il est en train de dire, pendant qu'ils prennent l'ascenseur, je prends l'escalier. Oh là 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 là. Oui, ça va être long la campagne si son seul argument d'autorité, c'est la diplomatie. Et en même temps, le contexte géopolitique lui permet un peu de dérouler son discours un peu facilement. Je suis d'accord avec toi qu'en fait, il paraît tellement sérieux sur les sujets internationaux. Tu peux pas lui retirer ça de Villepin, même s'il y a des critiques à faire. Nous, on est des horribles de gauche et d'extrême gauche. Mais de l'autre côté, là, genre en mode comment on va faire si on en revient aux retraites? À parler des retraites, il va faire comment? Comment il va faire si on en revient à la fin du conclave et rediscuter justement du manquement que la gauche a eu sur le débat des retraites, hormis la fille? Genre, s'il y a un mouvement social autour de cette question-là, genre, qu'est-ce qu'il va faire de Villepin? Il va se sentir le cul merdeux, hein. Et en même temps, c'est ce que disait Raz, c'est que lui, il va dire, ah, mais moi, j'ai su, face aux mouvements sociaux, prendre le sens des responsabilités du pouvoir et ne pas mener à bien les réformes qui pourtant auraient fait tellement de bien à l'État. Oui, les médias vont le laisser dérouler pour baiser la fille. Ouais, hier, il était à C'est à vous, d'ailleurs. Il était à C'est à vous, il a fait un autre plateau télé, là, il est sur France Inter. Et en même temps, peut-être que c'est logique parce qu'il vient de lancer son mouvement. D'ailleurs, lui, il dit qu'il lance pas un parti, il lance un mouvement. Ce que je trouve encore assez précis, genre dans la dynamique de comparaison avec Macron. Plenel le kiffe, tout est dit. Non mais à partir de là, Fabien, genre Bref. Stop sucer la fille. Mais pourquoi En fait, la fille, moi je suce à raison. Quand j'ai envie de critiquer, je critique. Quand je veux sucer la fille, je suce la fille. Vous inquiétez pas, hein. Ceux qui suivent mes streams connaissent très bien mes petits ressentiments que je peux avoir contre les insoumis à lunettes sortis de Sciences Po, hein. L'escalade en Iran fait oublier la situation à Gaza. Vous avez des phrases très fortes sur la guerre à Gaza dans votre livre. Gaza n'est pas un simple conflit local, isolé sur la carte du monde, déjà en flammes. C'est un symbole et un avertissement. Avertissement de quoi, là encore ? Avertissement de ce que nous avons l'obligation de traiter les injustices et les malheurs du monde. Parce que... Oh, bah voilà. Attends, on va écouter ce qu'il dit, mais pour moi, ça me paraît très moral, même dans la manière de considérer le fait colonial
en tant que tel. En tant que manière aussi d'extraire et de profiter d'un territoire, pour profiter des ressources, pour s'étendre économiquement. Parce qu'il y a le Rwanda et le Congo, par exemple. Là, j'ai vu qu'ils avaient signé un accord de paix, le Rwanda et le Congo. Mais par exemple, on l'entend pas de Villepin parler de ces sujets-là, quoi. Pourtant, par exemple, genre, s'il y a ce qui se passe, le génocide au Congo, c'est au profit de matières et de minéraux pour produire les outils informatiques qu'on a au quotidien, quoi. Aujourd'hui, Israël se retrouve dans une nouvelle étape qui n'est pas facile. Et nous devrons accompagner, encourager Israël dans cette voie, qui est une étape politique. Israël, qui est celle de la aujourd'hui, se retrouve... qui est celle de la domination de la région. Israël se retrouve en situation de domination, certains diront d'hégémonie, qui était hier une hégémonie iranienne. Toi, je Et ça comprends crée pas. des devoirs, la domination. Ah ouais, c'est précis ce qu'il dit là quand même pour Apropal. J'ai du mal à comprendre la totalité, mais lui, il assume le fait qu'Israël est en situation d'hégémonie dans le Moyen-Orient. Mais que par contre, face à ça, il doit être responsable. Et en particulier, Israël doit maintenant non plus traiter militairement les problèmes, pas seulement militairement, mais doit les traiter politiquement. Quelle est la réponse politique que Benjamin Netanyahou va apporter au drame de Gaza? Nous savons que les otages, bien sûr, tout doit être fait pour les libérer. Mais quelles sont les initiatives politiques? Quel est le jour d'après pour Gaza? Quel est le jour d'après pour le Liban? Quel est l'encouragement que Israël va donner à la reconnaissance de l'intégrité de chacun de ces États? Est-ce qu'il va restituer une partie du Golan? Est-ce qu'il va continuer à grignoter les territoires palestiniens? Je trouve c'est trop bizarre ce qu'il est en train de raconter. Je sais pas pourquoi ça bug dans ma tête. Genre là, il est clairement en train d'assumer qu'il y a un rapport hégémonique. En fait, c'est trop. Le jour d'après de Netanyahou, c'est la rivière à Gaza. Non mais je ne comprends pas son discours. Et il est en mode Israël est hégémonique. Ok, c'est cool pour nous, ça nous profite en soi. Mais faut juste éviter qu'ils fassent trop la guerre avec les autres pays. Voilà. Contre lesquels ils aimeraient un peu gratter du territoire. Il parle de politique et pas de morale justement. Ouais. Palestiniens pour annexer et Ouais, mais ça assume quand même un rapport d'hégémonie d'Israël dans la région. Moi, c'est ça qui me choque, en fait. Genre, le fait que ça... Enfin, je sais pas, c'est normal que je sois choqué ou je fais juste le débile, là? Il y a donc ce livre où vous parlez beaucoup de la France. On a été frappé en lisant votre livre d'une symétrie de ton avec un autre livre politique paru il y a 3 semaines, celui d'Édouard Philippe. Dans votre livre, vous vous appelez, je vous cite, à se réveiller, à déchirer les voiles d'illusions qui recouvrent les réalités. Dans le sien, Édouard Philippe fait un appel à la lucidité, appelant à en finir avec la liste des mensonges français. Il assume d'être en colère. Comment rester calme en ce moment? Édouard Philippe qui fait l'ultra-libéral, là. Qui fait vraiment l'ultra. Lui, il est en mode, faut casser le droit du travail, faut encore plus libéraliser ce qui est déjà libéral. Genre vraiment, Édouard Philippe, il est en roue libre. Comment ne pas s'emporter face à l'indigence de l'époque? Comment ne pas voir que notre pays recule, qu'il est bousculé, contesté, même parfois humilié? Ces phrases d'Édouard Philippe, vous auriez pu les écrire dans votre livre. Oui, sauf que je m'efforce de les appliquer à la réalité d'aujourd'hui. Prenons un exemple. La réforme des retraites. La réforme à points était une bonne idée. Elle était sur la table. Et Édouard Philippe a saboté cette réforme. Et le rêve de porter la... Mais attends, la réforme à points, c'est pas ce qu'on avait déjà avant la réforme des retraites? Genre en fait, là, il en dit, on revient à avant, même si ça reste gaze, c'est moins pire que ce qu'il y avait là. C'est le statu quo, quoi. C'est le truc qui attège à cause du Covid. Le conclave a échoué. Quel est votre regard? C'est la faute de Souhaitons d'abord que ce matin, François Bayrou puisse rattraper les choses. L'avenir de son gouvernement en dépend sans doute. Oui, mais de toute façon, oui, voilà, c'est ça. Le conclave, ça a été un moyen pour Bayrou d'étirer le débat qui aurait pu le compromettre et l'amener à une censure. Genre, t'as eu tout le truc du RN, de faire Crary, qui faisait une bulle parlementaire, là j'ai oublié comment ça s'appelle, pour justement amener la question de la réforme des retraites. Genre, on avait vu que les conditions, elles étaient bien gaises. T'avais eu l'article d'Ourier et de Lordon à l'époque, on en avait parlé en stream. Genre, en soi, tout le délire du conclave, ça a été un moyen pour Bayrou de créer une forme de légitimité et de responsabilité démocratique autour de sa personne et dire, mais regardez, si la gauche, on vous écoute, on va vous créer un faux débat avec les représentants patronaux et ça lui a permis de faire le tour des médias en disant non mais si la question des retraites qui énerve tout le pays et qui pourrait créer un mouvement social de tarés, moi je m'en occupe et c'est ça qui a créé sa légitimité gouvernementale à Bayrou et franchement il s'en sort bien C'est là où tu vois genre nous on le déteste et à raison et on a vu toute la baisse que allait être ce débat autour du conclave mais ça lui a permis de s'en sortir quoi. En tout cas, en termes de stabilité du pouvoir. Pardon, ça veut dire que vous seriez au pouvoir aujourd'hui, vous arriveriez au pouvoir en 2027, vous abrogez la réforme des 64 ans? Absolument. Et je crois qu'il faut arrêter de parler d'un âge légal. Ah! Oh, la baisse libérale. Oh, ils sont forts, les libéraux, quand même. Ils sont trop forts, les libéraux. Ils sont trop forts. Enfin, non, mais les gars,
en fait, c'est un faux débat, partir à 67, partir à 60, partir à 62. Au final, si tu rentres dans la vie du... En fait, regardez, moi, ma mère, elle est rentrée dans le monde du travail à ses, 42, 43 ans. Si elle fonctionne au système à points, et que du coup, il n'y a aucun âge de départ à la retraite. Enfin, déjà que là, elle est baisée avec le système actuel. Hein. Genre, mais ça veut dire qu'en fait, elle en aura jamais fini, quoi. Moi, je demande 53 ans comme au Mexique, maintenant, c'est bon, ça dégage. Donc, si tu commences tard, tu finis à 70 ans. Oui, voilà. Et ça corrobore totalement avec les propos d'Édouard Philippe de toute façon en France on travaille pas assez, faut travailler plus longtemps. Hein. Il veut ramener un système d'assurance privée, ce CLEPS. Ok, d'accord, c'est pour ça que tout à l'heure vous parlez du système de financement des retraites par le privé, etc. Ok. Vous reprenez la retraite à points de la CFDT. Je reprends la retraite à points Avec parce de la que je crois, capitalisation ou pas parce que je crois que cette retraite à points introduit plus de lisibilité et plus de justice. Aujourd'hui, si vous êtes un CAP fleuriste par exemple, Fabien. Oui, mais non. Si vous avez commencé à 18 ans, vous partez à 44 ans. Et si vous êtes un cadre bancaire, vous partez à 43 ans. Cette injustice est inacceptable. Et par ailleurs, il faut que nous introduisions le respect de critères de pénibilité. Emmanuel Macron a sorti un certain nombre de critères. Et là, c'était un des enjeux aussi du débat dans le conclave, parce qu'il savait très bien qu'en soi, il pourrait pas revenir sur la réforme des retraites en tant que telle, et qu'un des moyens de donner des gages un peu aux syndicats, c'était de dire que le débat allait tourner autour de la pénibilité au travail. Et apparemment, le MEDEF n'a voulu donner aucun gage à ce sujet, quoi. Donc ça tourne en rond. On voit bien que dans le calcul de l'âge de départ, cette pénibilité, elle doit être prise en compte. Et la capitalisation. Il essaye de faire le gauchiste, ça me tabasse. Hein. Là, il joue bien ses billets à droite. Non mais Dunkman, je suis d'accord, il fait genre vraiment, c'est un némésis de zinzin. Donc que nous introduisions un peu de capitalisation, c'est une bonne chose à titre complémentaire. S'il n'arrive pas à rattraper le coup, comme vous dites, François Bayrou doit-il partir ? Je souhaite la stabilité pour notre pays jusqu'en 2027. Donc vous souhaitez qu'il reste jusqu'en 2027 ? Oui. Quitte à ce qu'il y ait de l'immobilisme total ? Mais l'immobilisme, il faut tout faire pour essayer de l'amender. L'immobilisme, il ne date pas de 2024. Et la grande erreur qu'on fait quand on regarde la vie politique, c'est qu'il y a des processus, il y a des seuils. L'immobilisme, il date de 2022, quand le premier gouvernement de Mme Borne et à la suite de cela, celui de M. Attal, ont choisi de ne pas solliciter la confiance de l'Assemblée nationale. T'as besoin d'un peu de temps pour te structurer, on a compris Dominique. Oui, c'est ça aussi. C'est que là... Demain, une présidentielle 2025 contre la Big France Insoumise et ses horribles groupes d'action de zinzin soumis prêts à faire campagne, couteau entre les dents. T'es baisé quoi, parce que ton appel à la société civile pour créer un mouvement là, je suis pas sûr que ça donne quelque chose. Hein. Rappel, Macron il avait fait un peu pareil et lui il avait même limite fonctionné dans des logiques de start-up où il payait un peu des militants. Genre ça avait pas pris et que Macron il avait été élu parce que le tout Paris mondain et culturel avait décidé de faire de lui la nouvelle coqueluche des médias et que c'était lui qu'il fallait starifier comme le nouvel homme providentiel qui allait sauver la 5ème République. Il faut créer les conditions de la recherche d'un consensus, d'un compromis possible, et il faut que la vie politique apprenne le consensus. Nous sommes aujourd'hui dominés. Donc il ne faut pas... J'aime tellement pas ce débat, j'aime tellement pas ce mot, il faut le consensus. Le consensus. Après, il a raison. C'est vrai que, la crise politique qu'on est en train de vivre, c'est celle d'un gouvernement qui a été celui de Borne, qui a fonctionné avec des dizaines et des dizaines de 49.3. Genre, il a pas tort non plus en disant ça. Il ne faut pas censurer François Bayrou. Nous sommes revenus à la République des partis, celle-là même que condamnait le général de Gaulle, et nous devons tout faire pour revenir à une situation plus sereine. Mais attendez, la République des partis... Attendez, il n'y a pas une baisse, parce que pour moi, RP gaulliste, oui, mais aussi elle répondait à la crise de la 4ème République, où justement, t'avais un pouvoir exécutif qui était beaucoup plus faible, face à une assemblée qui arrêtait pas de s'entre-déchirer. Et notamment, c'était autour de la question algérienne, mais pas que. Sauf que là, on peut pas dire qu'il y a genre, et c'est pour ça qu'il parlait il faut arrêter avec la France des partis, il disait ça de Gaulle, parce que lui, au vu aussi de son origine royaliste à travers l'Action française, rappelle qu'il avait été voir l'héritier des Orléanistes, j'ai oublié son nom, et que en fait l'héritier des Orléanistes lui faisait du pied pour instaurer du royalisme. Genre, sauf qu'aujourd'hui, le problème c'est justement qu'on empêche l'expression de ces partis à travers
l'Assemblée, à travers l'Assemblée, à travers un pouvoir exécutif archi fort qui prétend à un débat dans la société civile qui n'est qu'un brouillard pour tenter d'effacer toutes les 49.3 qui sont appliquées pour faire passer des réformes antisociales, racistes, etc., etc. Genre, historiquement, il y a une baise même dans sa manière de présenter les choses. De toute façon, sa ligne de crête, elle est difficile à Villepin. Il doit compter sur la droite crâne humaniste et pas encore raciste. Et les SOSDEM confus, ça fait pas tant de monde que ça en vrai. Ouais, de fou, hein. Se réclamer de Chirac, n'est-ce pas, risquer d'apparaître comme un homme bloqué dans les années 2000 Qu'aurait fait Chirac en 2025 à l'heure des réseaux sociaux, de l'info en continu Vous pensez vraiment qu'il aurait fait mieux que Sarkozy, Hollande et Macron ? C'est la lecture des institutions et de la Constitution que je critique. Or, la verticalité présidentielle, l'idée d'un président qui devient une sorte de super Premier ministre avec un super collaborateur à côté de lui, ça c'est le passé. Ça c'est ce qui n'a pas marché depuis 2007. Et donc il faut revenir à ce qui est l'essence de la fonction présidentielle. Donc en fait, lui, il est en mode non, mais pas besoin d'une 6e. C'est fascinant quand même. Franchement, c'est un peu les termes. C'est vraiment une prière à la 5ème République qu'il est en train de nous faire. Hein. Mais lui, sa manière de baiser tout le délire de la critique de la 5ème pour une 6ème République, c'est de dire qu'en fait, on est juste en train de disrespecter les institutions. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que si il y a eu, par exemple, Borne qui abuse du 49.3, c'est qu'il y avait un système qui a été mis en place par la 5ème République elle-même pour outrepasser, genre, le pouvoir de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que les failles et les manquements de la 5ème République étaient portés par elle-même, et pas de l'extérieur, et pas d'une crise extérieure. En fait, la 5ème République porte ses propres limites. Genre, tu vas pas me faire croire qu'en fait, ça m'énerve parce que c'est le mythe de il y a des politiques corrompus, il y a des mauvais politiques, mais si il suffirait de mettre les bons politiques au pouvoir pour que tout se passe bien. Mais on l'a vu, c'est jamais le cas. C'est faux, c'est jamais le cas. C'est jamais le cas, il y a quelque chose de problématique, pour parler avec des termes woke, TikTok, Twitter, à travers le fait de donner autant de pouvoir à l'exécutif. C'est tout. Et même Mélenchon au pouvoir demain, moi je ne lui fais confiance que parce que dans le programme de la fille, il y a justement une volonté de passer à une 6ème qui serait beaucoup plus parlementariste et populaire. Genre c'est tout. On aurait bien besoin en ce moment d'un président arbitre qui nous explique quelle est la situation, qui puisse fixer un certain nombre d'orientations, un président garant de la continuité nationale, un président qui soit l'inspirateur de la nation. C'est justement cela la fonction présidentielle. Un homme qui est préparé. C'est un bon angle d'attaque de fou. C'est un bon angle d'attaque et surtout, moi, ce qui me fascine, c'est ce que je vous dis, ça corrobore ce que disait Fabien tout à l'heure, ça corrobore totalement avec la ligne de Mediapart. Hein. Mediapart, encore une fois, s'ils sont anti-filles, c'est aussi dans une logique où ils pensent que la 5ème République, si elle fonctionne pas bien, c'est pas parce que elle est corrompue et qu'elle porte ses propres limites, plus que en fait c'est les mauvais hommes et les mauvais individus qui sont au pouvoir car ce sont des médiocres ou des corrompus ou des profiteurs ou des opportunistes. Genre moi c'est ça qui me fascine, c'est que sa manière de penser est totalement corroborée à la ligne éditoriale de Mediapart sur l'échelle nationale. Genre vraiment. Tout cela, il faut le renvoyer au passé. L'avenir, au contraire, la modernisation, c'est l'esprit d'une fonction qui est en phase avec les besoins des Français et du monde. C'est vous donc, si on lit le livre. Mais c'est tous ceux qui peuvent aujourd'hui cocher les cases dont je parle et qui peuvent respecter cet esprit de nos institutions. Non, ça c'est une réponse langue de bois. Non, je ne suis pas dans une démarche personnelle, vous l'avez compris. C'est pour cela que j'ai choisi de... Donc aussi, du coup, si tu dis qu'on doit respecter l'esprit des institutions de la 5ème, c'est que t'es pas du tout pour justement... Genre moi, ce que j'aime avec la fille aussi, c'est qu'on a parlé de société civile de manière outrancière avec Macron, mais que Macron, quand il parlait de société civile, et on l'a vu hier dans le live avec Cassandre, c'était une manière d'embaucher des gens venus du monde privé avec toutes les logiques libérales induites par le monde de l'entreprise. Sauf qu'en vrai, la société civile, quand tu regardes l'AFI, c'est des gens qui émanent et qui viennent des mouvements sociaux. C'est des gens qui sont des prolétaires, qui mettent en avant des boulangers aux législatives, qui font élire des Delogu qui étaient des prolos anciennement chauffeurs. Tu vois, genre ça ramène des Rachel Keke, ça ramène des Alma Dufour, Gilets jaunes, etc., etc. Alors oui, vous me direz, ça reste que des gauchistes. Bah justement, moi ça sert mon intérêt. Mais c'est aussi de la société civile, ça. Hein. C'est aussi de la société civile. De créer mon mouvement, un parti. La France humaniste. La France humaniste qui sera... La France humaniste. Ah putain, j'aime tellement plus le mot humaniste, il est tellement gaze. Présidé par Benoît. En fait, il corrobore trop à l'illusion de l'esprit des Lumières.
genre, etc., ça m'énerve trop. Ménez, Que vous venez de créer, là, un maire, aujourd'hui. le maire de Garges-les-Gonesse, parce que je crois que c'est du... Et je vois là toute l'extrême droite sur le fait de dire que c'est le maire de Garges-les-Gonesse, c'est une tentative de séduire l'électorat musulman parce que Garges-les-Gonesse y aurait 5 mosquées et qu'on appellerait la ville Ramadan City. L'extrême droite, ils sont un peu énervés contre l'émergence de Villepin en ce moment-là. terrain qu'il faut partir. Vous voyez, la vieille politique, elle part d'en haut et elle croit qu'elle peut tout changer toute seule. La vraie politique, elle part des Français. C'est pour cela que ma démarche, elle est collective et c'est pour cela que j'ai décidé de prendre les choses en main. J'aime bien les mecs qui disent que ma démarche elle est collective, sauf que globalement, on connaît personne hormis De Villepin qui représente son mouvement. Genre, qui représente De Villepin à part De Villepin lui-même? Bon, apparemment, il y a le maire de Garges-les-Gonesse qui risque d'émerger médiatiquement pour le défendre et le sucer. Mais il n'y a pas d'autres personnalités politiques pour le défendre. Mais il n'y a personne. Il y a personne. Je veux On dirait Marine Tondelier quand il y a 6 mois elle a voulu tenter de lancer un mouvement présidentiel avec Lucie Castet. Genre elle a dit mais moi je vais me baser sur la société civile. Nanana. En fait on dirait qu'il récite une copie. tous les élus qui le souhaitent et je veux le faire dans un esprit non partisan. Ouais, Ce alors- n'est pas un mouvement partisan. Il est ouvert à tous, l'inscription est gratuite, il y a véritablement le choix de rassembler. Vous refaites le Macron 2017, là, en même Ça n'a temps. rien Ah voilà Léa, dis-lui Léa. Pas un mouvement partisan, on est Je- au-dessus des partis, ni de droite ni de gauche, on a déjà vu, on a déjà Oui, entendu. mais ça n'a rien à voir. Moi, Toi t'es différent. Toi t'es pas comme les autres, c'est ça? Hein? Not the same. C'est sûr, ces enfants, ils portent du anti-social club. Ils sont un peu émo, ils vont à la Fashion Week. Ils sont pas comme les autres, tu sais, c'est un peu des hypeux. Lui, il est centriste, mais dans la hype. Alors que Macron, il est plus dans la hype. Il est finito. Il écoute PNL différent, comme ça. Mais avec qui pourriez-vous gouverner? Qui serait votre Premier ministre, votre ministre des Affaires étrangères, votre ministre de l'économie? Et c'est précis, moi, je trouve, dans ce qu'il est en train de raconter vis-à-vis de sa logique du consensus qu'il a tant mis en avant vis-à-vis des failles du débat parlementaire face à des Elisabeth Borne. Mais tout ce qu'il propose, je vois pas ce qui est différent avec Macron, quoi. Genre, parce que, encore une fois, le truc d'être au-dessus des partis, on en revient aux logiques gaullistes et même chiraciennes avec le comment ça s'appelle? Quand la cohabitation. Mais on a vu ce que ça a donné, quoi. Globalement, voilà, quoi. Moi, je veux un parti politique partisan avec un programme partisan qui est débattu à l'Assemblée nationale à raison d'une majorité de gauche. Je suis d'accord, c'est du Macron gaullisé. Ah non, mais c'est vraiment du Macron un peu plus gaullisé, hein, et chiracisé. Hein. Faire des conférences de chiffrement, de programmes de 6 heures comme la fille et on en parle. Bah oui. Bah non, mais après, lui, sa baisse d'Iggy de fer, ça veut dire que pas besoin de programme parce que vu qu'il est pas sur une logique partisane, suffit d'avoir des idées, tu vois, pour diriger des vecteurs, savoir créer une direction. On a un cap. On a un cap clair. En fait, lui, il a un cap clair, mais il veut pas justement rentrer dans un débat partisan qui ne serait pas prêt au consensus, au statu quo, au beau débat démocratique que la 5ème République est censée faire naître et faire vivre au quotidien. Thibaut, tu peux pas défendre des idées, avoir un cap clair sans avoir un programme. Bah... Oui, mais aussi tu peux jouer de logique abstractive pour dire que t'en as un, séduire les gens à partir de cette base-là, puis une fois que t'arrives au pouvoir, tu leur fais tu leur as menti, quoi. Tu leur as menti. En fait, non, mais le statu quo. Ah, mais vous avez vu à l'Assemblée, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Il nous reste 3 minutes, 2-3 questions courtes. Est-ce que vous aurez les signatures? alors, si j'en crois, Je pense qu'il les a. Il les a easy, les signatures. nous aurons les signatures et la capacité de financer une campagne. Bien sûr, frère, Frère, bien sûr que toi, t'as les capacités de financer une campagne, ma gueule. Combien t'as le lobby derrière toi? Hein? Tu vas aller le chercher chez qui? Parce que LR, ils aimaient bien... L'UMP, ils aimaient bien aller voir Kadhafi. Toi, c'est quel... C'est qui que tu veux aller voir? C'est quelle porte tu vas dire? Ah, toc toc, le Qatar. Macron, il avait fait toc toc l'Algérie. Sarko, il avait fait toc toc la Libye. Toi, tu vas faire toc toc qui? Genre, pourquoi on défend pourquoi on défend les BRICS de Villepin, c'est qui va te financer? Entre vos propos et ceux tenus par Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, que ce soit le changement de constitution, qu'il s'agisse de savoir ce qu'il en est de la montée de l'antisémitisme dans notre pays que je n'ai jamais qualifié de résiduel, qu'il s'agisse de la progression... Contrairement à Jean-Luc Mélenchon, ce suceur d'arabe se déclarant maghrébo-européen, étant fier de sa naissance au Maroc, voilà.
Voilà, il se pourrait même qu'il aurait réfléchi à se convertir en disant que Mohamed était un bon prénom. Mohamed, nom du prophète. Voilà. Pensez-y. Putain, mais c'est une dinguerie. Il a pas parlé d'islamophobie. Hein. Je ne suis à peu près d'accord sur rien. Qu'on puisse se retrouver sur un constat, une analyse, c'est une chose. Mais là, il y a une formidable mauvaise foi. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement, les Républicains, avec M. Retailleau, il est entraîné dans une dérive identitaire. C'est-à-dire qu'il entraîne notre pays dans Ça, c'est pas faux. une course-poursuite avec le Rassemblement national, en essayant de cocher un certain nombre de cases qui toutes n'ont aucun effet sur le plan national, aucun effet sur l'amélioration de la situation sécuritaire, mais qui ouvrent un certain nombre d'incendies. Alors c'est facile d'avoir un nouveau débat sur le voile, c'est facile d'avoir un débat sur le contrôle dans les gares, comme à la gare du Nord, avec des contrôles aux faciès. On divise les Français, on stigmatise. Mais alors pourquoi tu dis que c'est facile d'avoir des contrôles dans les gares avec des contrôles aux faciès alors qu'il y a big un mois... Attendez. Villepin-Mélanie. De Villepin s'énerve contre Retailleau mais cite Mélanie en exemple sur les OQTF. Lors d'une conférence à l'ESSEC, jeudi dernier, l'ancien Premier ministre a vivement critiqué l'attitude de Bruno Retailleau face à Alger, estimant que la logique du bras de fer est une logique de communication et non de politique publique. Sauf que lui, s'il dit ça, c'est pas pour assainir les relations diplomatiques avec l'Algérie au profit des enfants français de la colonisation algérienne, pour créer justement un climat propice à la rencontre des peuples qui ne veulent plus se rencontrer. Non, il est pas dans ça lui, hein. Il est en mode l'Algérie c'était un bon pays pour discuter et renvoyer les OQTF, hein. C'est ça son avis lui, hein. Il est en mode, plus besoin de laisser passer consulaire là, hein. Vous inquiétez pas, hein. Il y aura plus de gardes frontières algériens pour les renvoyer, hein. Faire la politique du pire vis-à-vis de certains pays d'Afrique du Nord, ça ne nous aidera pas à rentrer des OQTF dans ces pays. Mais je croyais que t'étais humaniste, hein. Oh là là! La logique du bras de fer est une logique de communication et non de politique publique, hein. Et ça, je trouve que c'est absolument dangereux, hein. Mais quel connard, hein. Mais c'est pour ça que ça m'énerve. En fait, le tiers d'hypocrisie où t'effaces les enjeux concrètement politiques à travers justement des discours qui vont flatter les affects de chacun. Genre parce que quand il a dû dire ça, je pense qu'il peut reprendre comme mot d'ordre et à travers 2-3 tweets, oh là là, il est important de garder des relations stables avec l'Algérie, tu flattes l'ego des Algériens. Et au final, c'est pourquoi ? C'est pour dégager les sans-papiers algériens plus facilement, par exemple. Et pas que, hein. Sur le voile et la laïcité, vous en parlez dans le livre. Vous dites la laïcité, vous dites que nous avons fait de la laïcité un filtre pour repérer et détruire tout ce qui dévie de notre vision du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ceux qui veulent interdire le voile dans les compétitions sportives ou à l'université ont tort, à vos yeux ? Mais dès lors qu'on fixe une règle, qui est que les fédérations décident, une règle claire, et que ce n'est pas au coup par coup, et qu'à chaque fois on ne cherche pas à grignoter un peu plus. La laïcité, c'est une loi sereine. Ce n'est pas une arme qu'on peut tourner contre telle et telle catégorie de Français. Et c'est là où la République doit retrouver son sens. Rassembler tous les Français dans la République sans chercher à considérer qu'il y a des citoyens de deuxième zone. Ça, c'est la théorie. Après, sur ça, il a raison. Mais il aurait eu d'autant plus raison s'il n'avait pas mis en place une forme d'état d'urgence et de couvre-feu comme en France sous l'Algérie colonisée. Après le meurtre de Ziad Ebouna et les émeutes de 2005. Genre j'aurais aimé te croire de Villepin. Vraiment, j'aurais aimé te croire. Le voile dans les compétitions sportives, vous êtes pour ou contre ? À partir du moment où les fédérations considèrent que dans leur fédération, il y a un problème et qu'il y a une exigence qui doit conduire à cette interdiction, j'accepte Vous êtes parfaitement. pour Oui, mais du coup, il va y avoir plein de fédérations qui vont être compromis par ce rapport complotiste qu'il y a autour de l'islam en ce moment et qui vont te dire oui, il y a un problème, frère. En fait, là, on en a un tiers de propagande islamophobe que t'es pas besoin que ça passe par des obligations de l'État pour que les fédérations elles-mêmes fassent remonter des logiques islamistes au sein de leur club, hein. Si les patrons de club ils ont envie d'être islamophobes, ils seront islamophobes, hein. Genre oh là là, la France humaniste, mais le cul entre deux chaises, mon con. Mais je ne veux pas que ce soit un sujet de politique politicienne qui nous conduise en permanence à C'est pas un sujet de politique politicienne, l'islamophobie, hein. C'est un vrai projet d'État, hein. Surenchère et à placer notre pays dans cette situation de division. Nous le voyons aujourd'hui, nous sommes dans un monde plus dangereux.
Et si nous ne sommes pas capables de nous unir, eh bien malheureusement le risque terroriste, qui est une maladie opportuniste du monde, s'accroîtra et visera tout particulièrement notre pays. Donc faisons en sorte d'être responsables. Et quand nous sommes aujourd'hui devant des situations où un ministre de l'Intérieur est en même temps président des Républicains, eh bien je souhaite qu'il soit ministre de l'Intérieur à plein temps et n'utilise pas les plateaux pour semer la bonne parole au bénéfice de son parti. Et là, il sait que c'est son ennemi, hein. Il sait que c'est son ennemi pour séduire la droite, Retailleau, c'est pour ça qu'il le tape, hein. Genre, il lui a dit, ah là là, moi je saurais être responsable en tant qu'homme de pouvoir, je ne ferai pas campagne sur la communauté musulmane, alors même que j'ai des responsabilités. Moi, les OQTF, je les renverrai dans leur pays, contrairement à ce que Retailleau n'arrive pas à faire correctement. Voilà, je prendrai image sur Mélanie. Putain, mais ah, je le hais. En fait, après, je suis trop heureux parce que enfin un adversaire de droite intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ce que Ouria avait dit sur De Gaulle. De Gaulle, elle disait quoi, Ouria? Elle a dit, c'est clairement notre ennemi, De Gaulle, mais c'était un ennemi qui avait la classe. Au moins, il avait le mérite d'avoir la classe, De Gaulle. Genre là, tous ceux qu'on a, ils sont détestables, médiocres, gays. Genre ça se voit qu'ils reluisent la haine et la puanteur à chaque mot. Mais là, il se dérobe derrière une facette humaniste pour en fait... Il sait préparer ses genjutsu, exactement. Donc ça nous oblige aussi à avoir un discours basé sur nos sujets pour pas se laisser avoir, hein. C'est ça aussi le chat, hein. Là, va falloir s'armer, hein. Quand je dis ça, s'armer, c'est... Bien sûr, c'est comme un fan de rap. Le savoir est une arme. Yeah, pull up, skibli up, yeah. Ça fait de Villepin. Je vais te mettre un pain. Yeah, drop le mic.